Selon les chiffres de l'ARPD pour Association d'assistance et recherche de personnes disparues, pour laquelle, vous le savez, pour la plupart, je suis enquêtrice bénévole, on dénombre 55 000 disparitions déclarées en France. Parmi elles, 25% concernent des majeurs. Samson fait malheureusement partie de ces 14 000 adultes disparus en France, et ce, depuis la mi-avril 2024. On en parle juste après ça. Il y a assez peu d'informations concernant cette disparition qui sont disponibles dans les médias mainstream, et pourtant vous êtes plusieurs à être venus me demander d'en parler. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui vous a interpellé et que vous avez vu quelque part. La vidéo sera donc plus courte que d'habitude, puisque moins d'informations, moins de contexte, moins d'hypothèses, c'est normal. Pourtant, il est important de rappeler que parmi ces 14 000 disparitions en moyenne à l'année, donc là c'était les chiffres d'il y a 2 ans, en 2023, il faut savoir qu'il y a plein de disparitions non médiatisées comme celle de Samson. D'ailleurs, son profil est un peu particulier et nous en rediscuterons à la fin de ma vidéo. On reviendra sur le fait de comprendre pourquoi il y a des cas qui sont plus médiatisés que d'autres et pourquoi celui de Samson, qui pourtant on pourrait penser d'apparence pourrait intéresser les médias, n'est pas du tout connu, ou en tout cas par très peu de personnes. Samson Selle, ou Sellé, je ne sais pas comment ça se prononce et je m'excuse par avance, est un homme de 34 ans au moment des faits, c'est-à-dire en avril 2024. Originaire d'Aix-en-Provence dans le sud de la France, il venait de déménager depuis peu avec son fils de 10 ans à Cavalère-sur-Mer, une commune française située dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la côte méditerranéenne, entre Saint-Tropez et le Lavandou. On en sait assez peu sur ce père de famille qui semble être très discret. Aucune information sur ses proches ou sur ses relations professionnelles ou amoureuses n'est connue. On sait cependant qu'il exerçait le métier de conseiller immobilier en tant qu'indépendant via la plateforme Efficity. C'est une plateforme qui permet de développer votre propre service d'agence immobilière. Il accompagnait ses clients dans leurs projets immobiliers sur Grimaud et sa région. Alors, Grimaud, c'est une commune française située également dans le département du Var, en région PACA, et c'est une commune de moins de 5000 habitants. Je disais, il est connu pour être discret, et donc son nouveau voisinage n'a pas réellement d'informations supplémentaires à donner ou à dire sur lui. En effet, il était nouveau dans le coin, donc il n'a pas eu le temps de se forger un cercle social solide. C'est vrai qu'il semble que les deux, donc Samson et son fils de 10 ans, soient assez isolés, ou en tout cas ils ne connaissent vraiment personne dans les environs de leur logement, puisqu'il a fallu quand même attendre 4 jours après la disparition du père de famille pour que le jeune de 10 ans fasse lui-même la démarche de signaler la disparition de son père. En effet, donc 4 jours après la disparition de son père, il était resté seul dans le logement et il va contacter et prévenir un membre de sa famille qui va donc le retrouver seul dans le logement, et derrière cette personne va faire la démarche évidemment de déclarer la disparition inquiétante de Samson auprès de la gendarmerie qui va rapidement faire des recherches. Il semblerait donc que Samson ait disparu la nuit du 15 au 16 avril 2024. Les gendarmes qui ont donc été prévenus par les proches de Samson vont rapidement faire des recherches et ce qu'ils vont découvrir ne présage rien de bon. L'étude des images de vidéosurveillance et la géolocalisation du portable de Samson vont faire que les enquêteurs vont rapidement retrouver la trace du père de famille dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 avril 2024. En effet, il quitte seul vers minuit son domicile et est aperçu pour la dernière fois aux alentours de minuit 30 sur les images de vidéosurveillance situées près de la maison de la mère
Je vois qu'il y a aussi l'office de tourisme qui longe avant de se diriger vers le port de Cavalère-sur-Mer, après qu'il ait, semble-t-il, traversé le centre-ville à pied. Rien n'est indiqué dans les médias, mais il semble qu'il soit seul tout le long sur ces images de vidéosurveillance de la ville, en tout cas sur celles qui ont été vérifiées par les gendarmes. Et depuis cette nuit-là, plus aucune nouvelle de lui, plus aucune transaction bancaire, plus aucun appel. Il n'a été aperçu nulle part, il s'est comme volatilisé. Pour l'étude de son téléphone, on se rend compte que ce dernier cesse de borner vers 2 heures du matin dans un rayon d'environ 2 km incluant le port de Cavalère. Comme si finalement ce portable n'avait pas bougé de là où Samson a été vu pour la dernière fois, donc au niveau du port. La gendarmerie de Lacroix-Valmer va donc lancer rapidement un appel à témoins après la déclaration de la disparition inquiétante le 20 avril 2024. Sur cet appel à témoins, très peu d'informations sur le contexte et les circonstances de la disparition. Cependant, on sait qu'il portait un pantalon noir et une veste noire avec inscription blanche à hauteur du torse, tenue très certainement observée donc sur les images de vidéosurveillance par les gendarmes. On a aussi une description physique plus précise. On sait qu'il mesure 1,70 m, qu'il a les cheveux bruns foncés et qu'il a une corpulence musclée, pesant 95 kg selon les informations indiquées. Donc effectivement, je trouve que pour 1,70 m, 95 kg, on le voit pas trop sur les photos, mais il devait être sacrément musclé. Au vu des informations obtenues jusque-là par les enquêteurs, il va y avoir rapidement des recherches qui vont être menées. On a donc le déploiement de gendarmes, de plongeurs et même d'hélicoptères. Toute la zone du port et de la baie de Cavalère est sondée. Et évidemment, donc ça n'a rien donné, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Les gendarmes en charge de l'enquête peinent à trouver des éléments qui pourraient aider à le localiser. En plus de ça, et ça je suis allée le vérifier, c'est vrai qu'il est vraiment quasi invisible sur les réseaux. Contrairement à des personnes de son âge, de sa génération, et donc de la mienne, où même à un petit niveau, à un moindre niveau, on va laisser une trace numérique, ou même des échanges, ou une activité numérique publique, en tout cas dans la grande majorité. Pour Samson, c'était pas du tout le cas. Il est introuvable sur Facebook, mais on peut cependant voir que pour son activité professionnelle, il a créé des comptes, que ce soit sur Instagram et sur LinkedIn. Après, ces comptes sont inactifs depuis plusieurs années maintenant. Sur Instagram, sa seule publication date de septembre 2022 et est une publication de sa carte de visite où on peut lire qu'il est conseiller en immobilier et maître d'œuvre, avec sur cette carte ses contacts professionnels. On voit qu'il suit moins de 30 personnes et qu'il est suivi par à peu près le même nombre de followers et aussi qu'il n'est identifié dans aucune publication. Il utilise la même photo de profil qu'on retrouve sur son compte LinkedIn. C'est une photo professionnelle, très sobre, de bonne qualité et donc ça correspond tout à fait au profil qu'on peut se faire de quelqu'un d'aussi discret et qui n'est pas trop sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui ne le savent peut-être pas, LinkedIn c'est un réseau professionnel où on essaye de développer virtuellement, en tout cas en premier lieu, un réseau professionnel et montrer ce qu'on fait. Donc c'est vrai que sur ce profil, il n'a rien posté, sauf le fait qu'il est agent immobilier et ce depuis apparemment janvier 2021. Également, son profil sur la plateforme Efficity n'existe plus alors qu'il est indiqué sur sa carte professionnelle, sa carte de visite. Donc j'imagine que depuis sa disparition, depuis l'année dernière, il a été retiré. Il avait aussi, on peut le voir assez facilement, créé une société en juin 2022 à Cogolin pour pouvoir exercer en tant qu'indépendant. Donc on imagine aussi que s'il a créé à Cogolin une entreprise, une société, c'est parce qu'il y habitait pendant un petit moment. Mais on reviendra dessus juste après. Comme je vous dis, on peine à trouver des photos de lui et puis de voir aussi avec qui il discutait ou même des proches potentiels qui pourraient aider à éclairer peut-être une face de Samson qu'on ne connaît pas et pourrait aider aussi à résoudre le mystère de sa disparition. Par contre, on voit qu'il y a une photo qui n'est pas trouvable sur les réseaux, qui est diffusée par les enquêteurs de la gendarmerie. Et donc, on imagine qu'il y a quand même un lien entre les proches qui ont dû fournir cette photo et les autorités en charge des recherches de Samson. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la famille, les proches de Samson sont très discrets
eux aussi sur les réseaux sociaux. Aucune trace de page de recherche ou de groupe de soutien sur Facebook, comme on peut avoir l'habitude de le voir pour certaines autres disparitions. C'est vrai que très rapidement, on peut obtenir une grosse communauté autour de nous grâce à ces réseaux, à ces groupes, qui peut nous aider à nous soutenir, à faire des recherches avec des bénévoles impliqués. Et c'est vrai que rien du tout pour Samson. Ce que j'ai retrouvé, c'est vraiment 2-3 petits commentaires de proches, en tout cas ils se disent comme étant proches de Samson, ou qui connaissent les parents, voilà. Et c'est vrai que c'est assez discret, c'est sous des publications faites par les autorités, par la gendarmerie du Var, si je ne me trompe pas, de toute façon je vais vous mettre ici les publications, ou encore sous des publications sur Facebook de médias. Mais les médias vont réussir à donner quelques informations supplémentaires qui pour moi sont importantes pour avoir un minimum de contexte sur la vie de Samson avant sa disparition. Alors déjà, on a pu voir que apparemment l'enquête n'a pas permis de retrouver chez Samson un profil psychologique instable. Il n'a jamais montré de profil type dépressif qui pourrait aider à privilégier la thèse d'un suicide, ni de relations inquiétantes qui prouveraient que quelqu'un lui en veut. Également, on sait que l'appel à témoins n'a pas permis de récolter de récits de témoignages. Et donc, vraiment, on a l'impression qu'il s'est volatilisé ou que juste personne ne le connaissait. D'habitude, il y a même des appels pour dire « oui, moi je le connaissais, je travaillais avec lui ». Même si on n'a pas d'informations précises sur les circonstances de la disparition, c'est vrai que là, aucun appel, aucun témoignage, aucun récit, ça paraît quand même assez étrange et ça montre bien que c'était un profil très discret. En plus de ça, on sait qu'à l'heure où il est sorti et à l'endroit où il est sorti, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues, donc pas trop de témoins potentiels pour aider à résoudre ce mystère. On apprend aussi une information qui pour moi a tout son sens ici et c'est cette information qui, je pense, va aider à affiner un petit peu les hypothèses et essayer de comprendre qu'est-ce qu'aurait pu faire Samson cette soirée-là, ou en tout cas essayer de voir comment il aurait pu réagir. Parce qu'il apparaît que Samson a été convoqué devant le tribunal de Draguignan en janvier 2024, soit 3 mois avant sa disparition, pour des violences conjugales entraînant moins de 8 jours d'incapacité. Violences qui se seraient déroulées dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023 à Cogolin sur son ex-compagne. Donc, Cogolin, ça veut bien dire qu'il a habité là-bas. C'est là aussi où il a créé sa société, je vous le disais, qui a été ouverte en 2022. Et il a quand même été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à la présentation d'une audience qui devait avoir lieu 6 mois après, donc en janvier 2024. Ce qui est assez étrange, en tout cas de ce qui a été partagé dans les médias, c'est qu'on ne sait pas s'il s'est présenté à cette audience. S'il a été condamné, on n'en sait rien, et l'avocate qui devait le défendre n'est même pas au courant. Donc en gros, aujourd'hui, on ne sait pas publiquement si oui ou non il a été condamné, quelle est sa sentence. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que peu de temps après, il a déménagé avec son fils, peut-être potentiellement pour s'éloigner des problèmes qu'il avait à Cogolin, des problèmes avec la justice et avec son ex-compagne. Ça amène une nouvelle forme de complexité dans la compréhension du profil de Samson, qui en plus d'être discret, semble avoir un tempérament violent. Les dernières nouvelles officielles datent de juin 2025, donc il y a environ 2 mois. Et en fait, les enquêteurs vont expliquer qu'il n'y a aucune avancée sur le dossier, qu'en gros, ils en sont au même stade que le jour de la disparition de Samson. Il n'y a eu aucun nouvel élément qui aurait permis de comprendre ce qui était arrivé au jeune homme. Ce qui fait donc que l'enquête piétine, et donc je pense aussi qu'elle n'est pas très active en ce moment. Je pense qu'ils attendent qu'un nouvel élément arrive de manière externe à l'enquête pour pouvoir avancer dessus. Accident, suicide, intervention d'un tiers et disparition volontaire, pour moi, à ce jour, aucune hypothèse ne peut être mise de côté. On va rentrer un peu plus dans les détails de chaque hypothèse à ce jour possible. Donc, par exemple, si on commence par l'hypothèse de la disparition volontaire, on a quand même plusieurs éléments qui pourraient l'appuyer. En effet, déjà, on sait qu'il est aperçu seul en pleine nuit et que son téléphone cesse d'émettre à 2h du matin. Donc, on peut s'imaginer qu'il a voulu lui-même le détruire, ou en tout cas s'en débarrasser pour qu'il ne puisse plus être joignable et ou géolocalisable. Donc on peut penser à un geste intentionnel de sa part. Également, on a un profil d'un homme qui est discret, un petit peu fuyant,
Et donc ça appuie cette hypothèse. On n'a pas vu beaucoup, en tout cas on n'est pas au courant de beaucoup de vie sociale. On sait également qu'il n'a pas une activité numérique significative. Donc on peut penser qu'il aurait organisé de manière discrète son départ. On peut aussi dire qu'avec tout ce qui lui arrivait et avec les problèmes qu'il avait avec la justice et ce qu'il avait fait, c'était peut-être trop lourd à porter pour lui ou à assumer. Et donc il s'est dit, j'ai envie de repartir à zéro et qu'on m'oublie. Et c'est pour ça qu'il aurait préféré disparaître pendant la nuit. Alors je m'explique. Puisque on imagine que son enfant, bon, même s'il est mineur, 10 ans, il peut être déjà très mature à cet âge-là. Il a pensé que peut-être son enfant était assez grand pour se débrouiller et ensuite derrière lui laisser la possibilité chez lui d'appeler un proche pour qu'il vienne s'en occuper. Et il aurait préféré partir donc dans la nuit pour que son enfant dorme et qu'il s'en rende compte au moins minimum le lendemain matin, ce qui lui laisse le temps de disparaître pendant toute la nuit, on va dire. Et on peut penser qu'en effet, il avait prévu d'aller sur le port, donc de se débarrasser de son portable à ce niveau-là, et ensuite soit de prendre un bateau ou soit de prendre une voiture de location ou autre pour disparaître et pour changer de vie. Et que tout ça n'ait pas été filmé par les caméras de vidéosurveillance. C'est possible qu'il y ait en effet des angles morts dans ces caméras, puisqu'en plus, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, il me semble que les caméras sont des live cam. Effectivement, elles sont quand même assez limitées. Alors ensuite, je me posais la question, comment il se serait débarrassé de son portable, puisque je vous le rappelle, son portable cesse de borner à 2h du matin dans un rayon de 2 km autour du port, et donc on imagine qu'il n'a pas bougé de là. Donc soit il a été balancé dans l'eau, mais dans ce cas-là, je pense qu'il se serait éteint assez rapidement parce qu'il s'agit quand même de l'eau de mer, et c'est pas de l'eau douce, donc les composants peuvent être beaucoup plus altérés, on va dire. Et ça me paraît pas logique que donc il ait été aperçu sur les caméras à minuit 30 et que son téléphone soit jeté dans la mer et que il continue, on va dire, d'être géolocalisable jusqu'à 2h du matin. Pour moi, c'est presque instantané au moment où il tombe dans l'eau de mer. En tout cas, je pense que les composants doivent être atteints bien avant 2 heures de temps. Donc, il s'est peut-être débarrassé dans les rochers, on l'a juste pas retrouvé. C'est possible qu'il ait voulu totalement, pour moi, changer de vie par rapport à ses problèmes avec la justice. Par contre, c'est vrai qu'on peut aussi voir les choses autrement. Il y a des éléments qui nous font penser que c'est possible qu'il ne soit pas disparu volontairement. Notamment, on revient à son fils. C'est vrai que c'est étrange de laisser un enfant, un mineur, tout seul, sans au moins le prévenir ou lui laisser un petit mot sur la table pour qu'il le voie le lendemain en disant « Écoute, papa est parti, appelle, je sais pas, ta tante, appelle ta cousine, voilà, en laissant un numéro de téléphone. » Ou peut-être qu'il a fait tout ça sans lui laisser de message explicite, mais j'avoue que c'est quand même dur à comprendre pour un père de famille de partir en laissant seul son enfant. Il y a effectivement une autre hypothèse qui pour moi me semble tout à fait probable, c'est l'hypothèse qu'il ait voulu mettre fin à ses jours. Déjà par rapport à l'endroit où on l'a vu pour la dernière fois, évidemment au niveau du port et donc derrière de la mer qui semblait agiter cette nuit-là. Déjà disparaître en pleine nuit, c'est étrange, sans voiture, parce qu'il est parti à pied, on le rappelle. Donc je me dis qu'effectivement, c'est quand même probable, puisque c'est l'hypothèse aussi qui a été, je pense, très vite privilégiée par les enquêteurs, soit un accident, soit un suicide, car des recherches ont rapidement été réalisées au niveau du port, au niveau de la baie et dans la mer. Donc on imagine vraiment que c'est ce qu'ils ont pensé de suite. Et voilà, c'est vrai que à l'endroit où il a disparu, on pense à ça. Et je pense moins à un accident. Donc, parce que déjà, l'accident, qu'est-ce qu'il viendrait faire là à minuit 30 et comment il serait tombé de manière vraiment accidentelle dans l'eau. Et ensuite, il n'aurait pas eu la force de s'extraire de l'eau alors que ça a l'air quand même d'être quelqu'un de sportif. Donc soit il serait tombé vraiment, alors on ne sait pas pourquoi, ni comment, dans l'eau et il se serait cogné la tête et effectivement là, donc il aurait pu se noyer. Mais ça me paraît étrange parce que déjà tomber dans l'eau, il faut qu'il soit du mauvais côté, on va dire, du port, c'est-à-dire du côté un peu plus déchaîné, parce que vous savez que dans l'enceinte d'un port,
Il n'y a pas trop de courant, il n'y a pas de vagues, puisque c'est là où on garde les bateaux, et qu'ils sont dans un espace assez sécurisé par rapport à la houle, aux vagues, au courant. C'est fait de telle manière à ce que justement il y ait des barrages de rochers la plupart du temps qui cassent un petit peu tous ces éléments maritimes. Donc c'est pas du tout un endroit où la mer est déchaînée, où on peut, je pense, se noyer aussi facilement, sauf si on ne sait pas nager, ce qui ne semblait pas être le cas de Samson. Par contre, c'est vrai que si, je sais pas, il avait voulu aller sur la jetée et réfléchir à sa vie, qu'il aurait pu glisser et se cogner la tête et tomber dans l'eau, là c'est possible effectivement comme accident. Mais pourquoi est-ce qu'il serait allé là sans prévenir personne ? C'est assez étrange, c'est vrai. Quelles auraient été les raisons du fait qu'il aurait mis fin à ses jours ? Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir, on n'est pas dans sa tête, on a trop peu d'informations. Mais on a l'impression que 2022, tout allait bien. Il avait l'air d'être en couple à Cogolin, il ouvre sa société, ça a l'air de bien se passer. L'année d'après, c'est la catastrophe. Il est accusé de violence conjugale, il doit comparaître devant le tribunal en janvier 2024. On avait l'impression que dans sa vie, c'était une ascension jusque juillet 2023, où il commet l'irréparable selon moi, et qu'ensuite, en janvier 2024, il y a tout qui lui revienne un peu à la tête, c'est-à-dire le tribunal et ses problèmes avec la justice. Il essaye peut-être de changer de vie en déménageant, et il se rend compte que ça va pas du tout, et qu'il aura peut-être toute sa vie cette étiquette d'un homme violent dans ses relations, et peut-être qu'il n'a tout simplement pas supporté ça, que ça donne une mauvaise image de lui à son fils, à ses proches, et que voilà, il supporte pas ça. C'est comme ça que j'imagine la chose, potentiellement avec le peu d'informations qu'on a. Le grand X, c'est qu'on n'a pas retrouvé de corps. Normalement, c'est vrai que on attend un petit peu avant que le corps soit rejeté par la mer. On peut le retrouver assez loin sur une autre plage. C'est déjà arrivé. Parce que là, il n'a pas disparu en pleine mer. Il aurait disparu vraiment au niveau du port, ou de la jetée. Donc, c'est vrai que c'est bizarre de ne pas retrouver le corps. Après, donc moi, j'avais fait des recherches un petit peu sur l'état de la mer ce soir-là. J'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai retrouvé dans un des médias que j'ai utilisé pour faire cette vidéo, les paroles des enquêteurs qui disent, je cite, « Malheureusement, avec les conditions météo de la nuit de sa disparition, s'il a eu un accident, son corps a été emporté au large et on ne le retrouvera pas tout de suite. » Donc, est-ce qu'il a vraiment été emporté trop loin pour pouvoir être relâché, recraché par la mer ? C'est possible aussi. Et évidemment, on pense à l'intervention d'une tierce personne, un meurtre, une agression, un enlèvement. C'est vrai que la disparition est soudaine, qu'on n'a aucune trace de lui sur les caméras de vidéosurveillance après minuit 30. On peut se dire qu'il a fait une mauvaise rencontre à ce niveau-là et que les personnes ont cherché à s'en débarrasser, et ils se sont aussi vers 2h du matin débarrassés de son portable, d'où le fait qu'il ne soit plus géolocalisable à partir de cette heure-là. Après, je me dis toujours, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il venait faire à minuit 30 à ce niveau-là ? Les enquêteurs n'ont pas retrouvé de potentielles traces de rendez-vous. Après, il y a vraiment très peu d'infos et le portable n'a pas été retrouvé, donc peut-être tout est sur son portable. Mais c'est possible en effet qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un et que ça s'est mal passé. Peut-être qu'il avait des dettes, qu'il l'a caché, même si l'enquête n'a pas donné d'informations sur d'éventuelles dettes qu'il pouvait avoir. Peut-être tout simplement, au vu des violences conjugales dont il était accusé par son ex-compagne, il avait peut-être des personnes qui lui en voulaient et qui ont voulu se venger, lui donnant un rendez-vous, et finalement ça s'est mal passé. Et encore une fois, je trouve ça étrange, pourquoi venir à un rendez-vous à pied alors que t'as une voiture ? C'est vrai que c'est bizarre. Après, je ne sais pas aussi où il habitait. Est-ce qu'il était vraiment à 10 minutes à pied, et donc c'est vrai que là tu vas pas prendre ta voiture, ou est-ce qu'il habitait à 30 minutes à pied ? C'est différent. Donc vous voyez, il nous manque quand même plein d'informations pour pouvoir aller un peu plus en profondeur dans les hypothèses. Mais c'est aussi possible en fait, tout est possible comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Toutes les hypothèses sont possibles. Pour ce qui est du fils, évidemment, il a été pris en charge par un membre de la famille de Samson, et il habite aujourd'hui dans un autre département, et on n'a pas plus d'informations que ça. Mais c'est vraiment, ça m'a perturbée parce que vous savez, il y a eu une disparition vraiment pas très loin, à Fréjus, à 1h30 de là où Samson a disparu, et un mois avant sa disparition, donc en mars 2024, qui, elle, m'avait marquée puisqu'elle a été beaucoup plus médiatisée.
Pourtant, on est à peu près sur le même type de profil, mais il y a des différences que je vais vous expliquer après. Donc, il s'agissait de Camille Marchetti. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais c'est vrai que Camille avait disparu le 9 mars 2024, il avait 33 ans, et c'est vrai que sa famille était très inquiète et avait énormément communiqué sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur sa disparition, mais quelques jours après qu'on ait été en contact avec sa sœur, malheureusement, il a été retrouvé décédé. Et en effet, son corps sans vie a été retrouvé le lundi 15 avril, donc vraiment au moment de la disparition de Samson, dans la soirée, sur la terrasse d'une maison à Saint-Égulphe, dans le Var. C'était la maison secondaire d'un couple, donc c'est pour ça que ça a mis autant de temps, à mon avis, pour que le corps soit retrouvé. Donc il était sur cette terrasse-là, et malheureusement, son corps était en décomposition. Donc ça faisait un moment qu'il était décédé. Et eux, ils arrivent pour passer des vacances, et malheureusement, ils font cette macabre découverte. C'est horrible dans les deux sens pour moi. Et il se retrouve qu'effectivement, donc c'était bien Camille. Effectivement, il avait un profil assez fragile et l'enquête a démontré qu'il n'y avait pas eu apparemment d'intervention externe et qu'il aurait très certainement mis fin à ses jours. Mais vous voyez, il avait disparu pendant seulement 1 mois. Et on en a beaucoup plus entendu parler que la disparition de Samson. Pourtant, on est à peu près dans des cas similaires, disparu dans la soirée, à 1 mois d'intervalle, à 1h30 de trajet entre les deux endroits des disparitions. Donc pourquoi il y a une des disparitions qui a été plus médiatisée que l'autre, alors que celle de Samson dure depuis plus d'1 an maintenant? Je vais vous l'expliquer dans la suite de cette vidéo. Il y a effectivement plusieurs facteurs qui vont expliquer le manque de médiatisation de la disparition de Samson. Donc déjà, on a le fait qu'il soit lui-même isolé, peut-être un peu socialement, même si on n'est pas vraiment sûr de ça, mais surtout numériquement parlant. C'est-à-dire que comme il est quasi invisible sur les réseaux sociaux, ça limite une diffusion spontanée de ses proches sur les réseaux, puisqu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de parler ou de connaître Samson dans ce cadre-là. Et donc, si les proches ne vont pas médiatiser sur leurs réseaux sociaux, le public ne va pas le faire non plus. D'ailleurs, les seules médiatisations qu'il y a eu, c'était donc soit des médias régionaux ou soit directement la gendarmerie. Toutes ces traces numériques sont liées à son travail, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun échange personnel qui peut être recensé sur les réseaux. Et comme il n'y a pas d'interaction personnelle identifiable, c'est vrai que le partage d'informations est donc très très limité. Or, et vous le savez aujourd'hui, les réseaux sociaux représentent un levier indispensable pour médiatiser et faire parler de disparition. Plus une personne est visible et plus sa disparition est médiatisée derrière. On a également évidemment le fait que l'entourage soit très discret et silencieux. On n'a pas de demande de leur part pour participer à une interview sur les réseaux sociaux. Ils sont très peu identifiables. J'ai réussi à identifier rapidement une cousine assez lointaine, mais c'est tout, et j'ai pas réussi à rentrer en contact avec elle. Il n'y a pas de page Facebook, il n'y a pas de groupe créé. Normalement, la plupart du temps, c'est créé par les proches du disparu. Et donc, évidemment, ça va limiter l'émotion collective et la visibilité de l'affaire. Aussi, c'est pas un des profils qui attire le plus les médias ou la presse généraliste. Même si, on va pas se mentir, il y a une belle photo de Samson, il est jeune, il a plutôt un physique agréable, et c'est vrai qu'on pourrait penser, un jeune comme ça avec un physique agréable, normalement ça pourrait attirer les médias et faire un peu de clic comme on dit, mais c'est pas le cas ici, donc déjà pour tout ce que je vous ai expliqué et d'autres choses que je vous expliquerai ensuite. Et en plus de ça, c'est pas vraiment les profils qui, j'aime pas le dire, mais marchent le plus au niveau des médias ou qui intéressent le plus dans les médias. Vous savez, généralement, je me bats pour que ce genre de profil soit médiatisé sur des grands médias autres que sur ma chaîne YouTube, qui a quand même une moindre portée que les médias mainstream, comme j'aime bien dire. Donc, par exemple, je me bats pour qu'il y ait ce type de disparition qui soit médiatisé à travers M6 appel à témoins. Mais c'est vrai que c'est pas des disparitions qui intéressent le plus. Celles qui intéressent le plus, et on a pu le voir, c'est vraiment donc les disparitions de jeunes femmes ou des disparitions d'enfants évidemment, ou les disparitions où on sent que
il y a quelque chose autour, une histoire de famille un peu complexe ou potentiellement un meurtre derrière, là oui, ça va intéresser beaucoup plus. Mais les histoires de monsieur et madame tout le monde qui disparaissent, ça intéresse malheureusement beaucoup moins. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai pris le parti sur ma chaîne de traiter de toutes les disparitions, quelles qu'elles soient, quels que soient les profils, que ce soit des profils qui, je sais, intéresseront moins, ou évidemment des profils qui, je le sais aussi, feront plus de vues. Et il y a aussi le fait que ce soit une disparition qui ait eu lieu dans une zone qui est très peu fréquentée à cette période de l'année. En effet, on est en avril à Cavaleure-sur-Mer, et j'ai vu que quelques jours après la disparition, il faisait quand même moins de 10 degrés. Donc c'est sûr que c'est une zone qui est pas très fréquentée, où il n'y a pas trop de monde, surtout à cette heure-là, et à cette période-là. Et ça diminue le nombre de personnes, de témoins potentiels qui auraient pu avoir une information concernant la disparition de Samson. Et je pense aussi, et ça j'y ai pensé tout de suite, que le fait qu'il ait un passé judiciaire assez lourd et surtout qu'il soit accusé de faits quand même très graves n'aide pas à la médiatisation de cette disparition. En effet, on peut penser que les médias ont pas trop envie d'en parler puisque ça peut être un peu sensible comme histoire. Ils ont pas envie de se mettre dans des histoires complexes où ils se feront peut-être, je sais pas moi, embêter derrière. Ils veulent par ce biais-là éviter toute polémique. Ça peut freiner l'empathie du public envers la personne disparue. Surtout qu'aujourd'hui, et vous l'avez vu, il n'y a pas de voix pour essayer d'humaniser Samson en dehors des accusations et de violences conjugales qu'il a eues. Et c'est vrai que j'y ai pensé tout de suite. Je me suis dit, mais comment ça se fait que c'est pas autant médiatisé? Donc, pour tout ce que je vous ai déjà dit, mais aussi, quand j'ai découvert le fait qu'il y a des problèmes avec la justice et qu'il a été accusé de quelque chose qui, aujourd'hui, ne passe plus du tout, et a raison, c'est vrai que je me suis dit, bah voilà, c'est pour ça, c'est parce que, comme il est présenté comme quelqu'un de violent avec les femmes, avec son ex-compagne, les gens ont moins envie d'en parler, sont moins sensibles à sa disparition. Et je peux le comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, c'est important aussi de parler de ce type de disparition. Parce qu'il faut savoir que tous les disparus ne sont pas des enfants de cœur. Enfin, c'est pas parce qu'on parle d'un disparu en faisant ses louanges que derrière, c'était pas, ça se trouve, une mauvaise personne ou une personne qui avait des côtés sombres. Donc là, on est tout de suite dans les côtés sombres de Samson, et potentiellement derrière, ce qu'on sait pas, c'est qu'il s'en veut énormément, que peut-être il n'a jamais réussi à surmonter ça, même s'il n'y a pas d'excuse à ce qu'il a fait, je le rappelle quand même, ou tout simplement, il faut penser à sa famille et ses proches. Donc lui, il a disparu, il a fait des choses mal, mais ses proches n'ont rien fait, son fils n'a rien fait, et eux, ils vivent ça comme vraiment quelque chose d'horrible. Il y a quelqu'un de votre famille qui disparaît, vous savez pas où il est, et en plus de ça, imaginez, tout le monde s'en fiche parce que en fait, c'est pas une bonne personne, donc on le déteste. Enfin, c'est vrai que c'est dur, cette dichotomie. Mais je pense que voilà, il est important de mettre en lumière tout cas de disparition, au moins pour les familles, pour qu'elles aient des réponses. Pour conclure, cette disparition souffre évidemment du manque de médiatisation, dû à son profil très discret et à son entourage très discret, mais également aussi à un manque d'éléments forts mis en lumière dans cette disparition. Pas de proches mobilisés publiquement, pas de traces numériques exploitables, pas de faits immédiatement dramatiques à relayer, et pourtant, comme pour toutes les autres disparitions, son cas semble très inquiétant. D'où le fait que je traite de ce type de disparition sur ma chaîne. J'aime donner aussi une visibilité à des disparitions qui n'en ont aucune, à des profils qui sont un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir, à des profils moins médiatiques, à des profils moins lisses, parce que je vous le rappelle, il y a des familles derrière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui, finalement, durera quand même un petit peu de temps. Donc j'ai pris mon temps et je trouvais que c'était très intéressant de regarder cette disparition avec ce point de vue-là. J'espère en tout cas que l'enquête pourra continuer ou qu'il y aura un élément qui pourra amener à la résolution de cette disparition. Sinon, on se retrouve demain ou après-demain sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Les coulisses de Marine B pour un vlog. Vous pouvez aussi retrouver mes vidéos sous format podcast. Vous avez le lien, donc c'est sur Spotify et vous avez le lien dans la description de ma vidéo. D'ailleurs, vous avez les liens de tous mes réseaux sociaux. Moi, contrairement à Samson, je suis même trop connectée, je dirais. Donc on a Discord, on a Instagram, on a Spotify, on a ma nouvelle chaîne de vlog. Et également, apparemment, il y a plusieurs d'entre vous qui viennent me voir pour me dire qu'il y a la possibilité de booster des vidéos. Je crois que ça se fait surtout
sur tablette ou sur portable, quand vous likez une vidéo, il y a la possibilité de la booster, ce qui augmente ma visibilité dans l'algorithme YouTube, apparemment. Donc si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas. Je crois qu'il n'y a que 3 boosts par semaine que vous pouvez donner. Donc si vous avez décidé de le garder pour moi, je suis très contente. N'hésitez pas à le faire, ça pourra m'aider à être mieux visible dans l'algorithme YouTube qui est très fourni. Voilà. Et d'ailleurs, dites-le moi si vous avez réussi à le faire, parce que moi j'ai essayé pour des créateurs que je suis et j'arrive pas. Voilà. Donc j'ai peut-être pas encore l'option. C'est possible aussi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.